politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon politique, c'est tous les mardis à 10h05 et rediffusé le même jour à 20h15 et 5h05 sur Radio Gabon. Une présentation de Nelly Moutsogo et Landry Boudjongo. Messieurs, mesdames, chers auditeurs, bonsoir ou bonjour selon votre zone et heure d'écoute. Toujours ravi de vous retrouver dans le cadre de l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique au Gabon. Je suis Landry Boudjongo et avec moi Nelly Moutsogo. Nelly, bonjour. Bonjour Landry, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous sommes honorés de recevoir Monsieur Ngomo Privat. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Bonjour Monsieur Privat. Bonjour et merci encore de m'avoir invité. Et c'est avec plaisir que je vais m'exprimer sur les ondes de Radio Gabon. Je dois dire que c'est la première fois. Est-ce que vous n'avez pas sollicité auparavant? Non, à l'époque j'étais dans l'opposition radicale au régime déchu, et vous savez que cette opposition gabonaise n'avait pas le privilège et l'honneur d'être invitée sur les plateaux de télévision de Gabon Télévision. Nous sommes quand même sur le cadre, nous sommes à Radio Gabon. Radio Gabon a toujours reçu tous les leaders politiques, quelle que soit leur tendance. Vous savez, dans les leaders politiques, il y a l'opposition modérée, celle qui accepte d'aller au dialogue et qui participe en fait avec le pouvoir à la gestion du pays, même si après ils s'en défendent. Et puis il y a l'opposition radicale, dont on ne voulait pas que les idées prospèrent. Moi, j'appartiens à l'opposition radicale. On aura le temps d'en parler toute l'émission. Disons qu'aujourd'hui, notre sujet de discussion avec vous est axé sur les partis politiques au Gabon, historique, transition et perspective. Avant de lancer le débat, disons que l'émission Gabon Politique se veut une tribune de liberté et d'opinion que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre à toutes les forces vives de notre pays sans distinction de camp ou idéologie politique. Le but est de permettre à chaque acteur de présenter, défendre et partager sa vision du développement de la société gabonaise. C'est un échange constructif et courtois, des questions sans complaisance pour des sujets sans tabou. Comme le dit notre confrère Albert Londres, journaliste français, notre métier n'est pas de faire plaisir, non pas de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Quel commentaire vous faites de cette citation ? Écoutez, cela me convient parfaitement. Je suis un esprit scientifique, donc objectif, donc porté à remettre un peu en cause notre subjectivité habituelle pour regarder de plus en plus l'objectivité qui doit être partagée par l'ensemble des citoyens gabonais. Donc ça me convient parfaitement que vous mettiez la plume dans la plaie. Pour la suite de cette émission, passons à l'actualité nationale avec Nelly Moutsogo. Alors, Monsieur Privat Ngomo, nous allons tout de suite d'abord parler de cette information, l'usine de fabrication de marbre qui offre 400 emplois pour un premier temps. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est qu'une nouvelle, n'est-ce pas? Nous attendons de voir la réalisation concrète. L'ancien système nous a habitués aux inaugurations. Si là, nous pouvons avoir la nouvelle et puis ensuite la consécration, nous en serons tous ravis. Donc, attendons de voir lorsque les 400 Gabonais auront été embauchés, vont disposer d'un salaire conséquent et vont pouvoir justement s'occuper de leurs familles respectives. L'actualité, c'est également le récent séjour du président de la République, président Clotaire Oligui Nguema, dans la province de la Nyanga. Et dans son discours à Chibanga, il a ouvertement parlé d'Alain-Claude Bilé-Bindé, qu'il attaque dans certains plateaux de télévision et de radio. Il constate que son gouvernement, sinon ses collaborateurs, sont inscrits à ce sujet. Écoutez, cette question me fait sourire un peu doucement parce que dans l'entourage du président de la transition, je pense, sans faire de forfanterie, avoir été un des premiers à dire qu'il fallait absolument porter le fer à M. Alain-Claude Bilé-Bindé. Et j'ai eu l'occasion justement de participer à une émission, précisément à Urban FM, l'émission d'Afresh Morning, où il était passé et où moi je suis également passé pour dire qu'il fallait que M. Bilé-Bindé ait le courage d'accepter un débat contradictoire. Il a la chance justement d'évoluer dans un régime certes militaire d'exception où on donne aux opposants la possibilité de s'exprimer. Mais pourquoi refuse-t-il ces débats contradictoires? Oui, mais est-ce que vous l'avez déjà invité à un débat? Mais je l'ai invité d'abord sur ma page Facebook
Et j'ai reçu donc l'amicalité de ces sbires qui sont venus dire que je ne ferai pas le poids parce qu'il est un rhéteur relativement puissant et invincible. Je dis que j'étais prêt à lever le défi et donc sur Da Fresh Morning, j'ai réitéré mon appel au défi et pour l'instant, M. Alain-Claude Bilébizé se tient quoi? Donc j'espère que sur Radio Gabon, il va donc comprendre qu'il est de sa responsabilité d'accepter le débat républicain. Car vous savez, dans une république, nous réglons les conflits par la parole, par la discussion, par l'échange, par le débat. Dans un empire, on les règle par l'arme et le feu. Nous ne sommes pas un empire, nous sommes en république. Que M. Bilébizé, une fois de plus encore, reçoive mon appel républicain à un débat sur une chaîne publique de télévision. Alors, on va parler maintenant des frais de concours d'entrée dans les grandes écoles. Récemment, ils étaient, donc, les dernières années, en tout cas, à partir d'environ de 20 000 francs. Et alors, ils ont été plafonnés désormais à la hauteur de 10 000 francs. C'est un commentaire là-dessus? Écoutez, 10 000 francs, ça reste encore élevé. Hein, quand on regarde le SMIC, quand on regarde le salaire quand même que nous avons. Moi, j'aurais été pour des frais de 5 000 francs, voire même gratuits. Notre pays est suffisamment riche pour que ceux qui veulent accéder à la connaissance puissent le faire de manière gracieuse. Pour ma part, je serais plutôt pour qu'on n'ait plus à payer des frais de dossier. On parle bien des écoles privées pour la majorité quand même. Bon, mais la question des écoles privées se pose. Pourquoi il y a autant d'écoles privées, madame? Peut-être parce que l'école publique a échoué, voyez-vous. Et si l'école publique a échoué, ça veut dire qu'il faut peut-être repenser l'école publique. Et l'école publique, si elle est repensée, c'est par l'État gabonais, qui est un pays, le Gabon est un pays riche, hein, vous savez. Et donc, si nous décidons de faire une école publique à la mesure de la richesse de notre pays, nous pouvons effectivement prévoir que les dossiers d'inscription seraient gratuits pour toute personne qui veut accéder à la connaissance. C'est mon point de vue. Ok, pour la suite de cette émission, les auditeurs et même nous-mêmes voudrons savoir qui est Priva Ngomo. Écoutez, lorsque l'on me pose cette question, j'ai toujours envie de me présenter selon les deux modes que je connais. Mais est-ce que vous aimeriez que je me présente selon le mode occidental et le mode africain traditionnel? Vous avez la liberté. On a dit c'est une plateau libre pour des questions sans tabou et des questions sans complaisance. Alors, je vais donc commencer par me présenter selon le mode traditionnel, car je suis d'abord un Africain avant de parler une langue occidentale qui est le français. Je vais le faire, veuillez m'écouter avec beaucoup d'attention, car je vais décliner ma lignée généalogique. Et je sais que c'est une présentation qui n'a plus trop cours, parce que de moins en moins, nous parlons nos langues, et de moins en moins, nous nous exprimions comme à l'époque, nos langues nous l'exigeaient. Je suis de la nation Ekan. Je dis bien la nation Ekan. Et précisément du peuple Ntoumou. Je vous dis la différence plus tard qu'il y a entre les Ntoumou et les Fans. Car on pense que je suis un Fan, je ne suis pas un Fan, je suis un Ntoumou appartenant à la nation Ekan. Et chez les Ntoumou, quand on se présentait, on devait décliner sa lignée généalogique. Et à l'intérieur, on y voyait le clan auquel vous apparteniez, la tribu, d'accord, et l'ethnie. Je vais le dire en français, et non pas dans ma langue, parce que beaucoup pourraient ne pas me comprendre. Alors, selon l'acte de naissance, je suis Ngomo Privat. C'est mon père qui a voulu que je sois ainsi nommé. Selon la tradition Ntoumou, je suis Meyemo Ngomo. Car chez nous, les Ntoumou, il y a votre nom d'abord, et puis après le nom de votre père. C'est ainsi. Mon père n'a pas respecté cette tradition patronymique. Il donc m'a donné son nom à lui, Ngomo. Mais sinon, dans la tradition Ntoumou, je suis Meyemo Ngomo, fils de Ngomo Mvei, fils de Mvei Abosolo, fils d'Abosolo Obama. Obama moto Ngongo, Ngongo Eyele Obama, Obama Asso Mesebe, Mesebe Eba, je suis un Eba, Eba Misem, je suis un aussi Yemisem, Misem Zonso, Songoro, Ngoro Oboa, Obamokom, Mokom Bokoko, Bokoko Bomba, Mba Asso Ntoumou, je suis un Ntoumou, je ne suis pas un fan, je ne suis pas un Okak. Je ne suis pas un Veigne, je ne suis pas un Mvumenden, je ne suis pas un Petit Benanga. Ce sont là les peuples frères. Je suis un Toumou, un Toumafiri, Afiri Kara. Voilà ce que je peux dire comme présentation traditionnelle. D'accord. Et la présentation occidentale? Bon, pour ce qui est de la présentation occidentale, je suis Privat Ngomo, je suis ancien étudiant de l'IAI et actuellement titulaire d'un diplôme de 3e cycle en mathématiques et informatique où j'ai fait mes études à Montpellier.
et je suis rentré dans mon pays en 97 où j'ai travaillé d'abord à la Direction générale de l'informatique qui était à l'époque logée au ministère de l'économie et des finances. Ensuite, j'ai été nommé chargé d'études du cabinet du ministre de l'économie forestière, M. Émile Doumba. C'était au ministère des Eaux et Forêts. Et ensuite, après, j'ai été chef de projet autorité de certification nationale, c'est-à-dire un projet sur la cybersécurité. Et là, c'était à la NINF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Et puis là, j'ai été nommé le 20 mars 2024, j'ai été nommé conseiller du président de la transition. Voilà pour ce qui est de mon parcours professionnel. Je suis donc en réalité un scientifique, un mathématicien, un informaticien. Mais voilà que je me suis retrouvé dans le jeu politique parce que précisément le 12 juillet 2019, il y a de cela 5 ans, j'ai fait une sortie, une opération coup de poing que nous avons dénommée l'opération Lumumba à l'ambassade de France où j'avais dans un discours très réquisitoire critiqué la politique française en Afrique et particulièrement au Gabon. Je regrettais que la France ne veuille pas reconnaître la victoire éclatante du président Jean Ping qui avait gagné avec près de 64% malgré la version officielle qui le donnait vaincu. Ça m'a valu donc un emprisonnement de 10 mois à Gros-Bouquet, à la prison centrale. J'ai été envoyé jeter sans procès. Quand je suis sorti, j'ai créé un mouvement politique, associatif et international que mes amis et moi avons dénommé le New Power, qui signifie en français le nouveau pouvoir. Et ce mouvement est foncièrement souverainiste. Nous sommes pour que notre pays soit un État souverain, que nous disposions de nos richesses pour pouvoir les partager à l'ensemble des populations du pays. C'est quand même ces populations-là qui méritent d'abord de commencer à profiter des richesses de leur pays. C'est Dieu qui a voulu, donc il faut respecter cette volonté divine. Et notre mouvement est anti-France-africain ouvertement. Nous ne nous cachons pas, nous disons à la France, nous n'accepterons plus qu'elle continue à nous tenir la tête sous l'eau et à piller nos richesses avec les entreprises, les multinationales françaises qui sont dans notre pays. Et enfin, nous savons que pour affronter la France-Afrique, le Gabon seul ne peut pas, 2 millions d'individus ne peuvent rien. Il faut avoir la coalition panafricaniste de tous les pays d'Afrique centrale et même des pays africains. Et donc ce mouvement a été créé le 20 août 2020, voilà maintenant près de 5 ans. Et je suis également président d'une ONG panafricaniste qui mutualise les efforts de toutes les forces africaines qui veulent se défaire de l'impérialisme pour pouvoir prôner et travailler à la renaissance africaine, la renaissance de Kama, car nous pensons que le continent dispose de tous les atouts pour être une des puissances les plus importantes du prochain siècle. Et enfin, j'ai été récemment candidat à l'élection présidentielle d'août 2023. J'ai renoncé parce que les sages de la République m'ont recommandé de battre campagne pour une transition. Ces sages ne savaient pas comment la transition allait s'effectuer. Ils étaient sûrs d'une chose, c'est que notre pays avait besoin de transition, que les Gabonais avaient besoin de se parler pour reconstruire ensemble leur pays. Et la transition est venue par la faveur du coup de libération perpétré par les militaires, regroupés dans le comité pour la transition et la restauration des institutions. Je veux ici encore les saluer. Je tiens à dire que si le président général Oligui Nguema avait accepté d'exécuter les ordres donnés par M. Billy Bizet, ou donné encore par ce qu'on appelle la Young Team, je faisais partie des opposants qui auraient été abattus, car ils avaient arrêté une liste des personnes ne devant pas empêcher à la Young Team de s'imposer à la tête du pays. Vous l'expression est quand même trop forte, abattu. Est-ce que vous tenez ces informations? Je ne vais pas entrer dans les détails, monsieur. Mais vous savez, quand mais nous sommes quand même sur une chaîne nationale, vous ne pouvez pas faire des affirmations aussi quand même. Vous parlez d'une liste qui a été établie. Abattu, c'est quand même trop fort. Mais en même temps, vous savez, je ne vais pas aussi vous donner des informations trop confidentielles et trop sensibles. Je vais simplement vous dire que ma vie était en danger. Voilà, par exemple. Vous savez, Germain Ba a été assassiné. Où en est-on de l'enquête? Est-ce que Radio Gabon s'interroge sur l'assassin de Germain Ba? Renjambe a été assassiné. Voyez-vous? Donc, on a l'habitude dans notre pays au Gabon de voir les hommes politiques intransigeants qui se font abattre. Et moi, je vous dis que mon nom figurait sur la liste des personnes qui auraient été abattues. D'autres auraient été jetés en prison. Qui auraient été abattus, qui devraient être abattus. On va peut-être aller rentrer dans le vif du sujet. Donc, je termine sur la présentation pour vous dire que c'est quand même quelque chose de très important. Dans un pays où aujourd'hui nous voulons que la paix domine et que nous puissions régler nos conflits par le débat, par la discussion. Ce n'était pas le cas de ceux qui avaient l'intention de passer en force, de mater la population gabonaise dans le sang,
d'assassiner donc des opposants, de mettre d'autres en raison surveillée, de mettre d'autres en prison et de s'assurer ainsi qu'ils vont pouvoir gouverner le pays malgré la désapprobation du plus grand nombre. Voilà. Donc je vais encore ici rendre un hommage appuyé aux militaires qui ont évité le bain de sang. Nous sommes sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon avec Privan Ngomo sur les partis politiques au Gabon, historique, transition et perspective. Le 30 août est arrivé, c'est le tournant du Gabon. Comment avez-vous vécu cette soirée, cette matinée? Écoutez, je vous avoue que j'ai été réveillé à 4 h du matin par les coups de fusil. J'ai pensé que ça y est, on était encore reparti pour une 3e forfaiture d'Ali Bongo. Et à ce moment-là, j'ai cru effectivement que ma vie allait être enlevée. Parce que je m'attendais à ce qu'une escouade de 5 ou 6 militaires vienne donc me capturer chez moi, m'entraîne du côté du Cap Estérias, m'abatte, creuse un trou et jette mon corps. Et puis ensuite plate dessus quelques semences d'arbres pour que jamais plus, comme jamais en bas, on ne retrouve ma dépouille. Donc j'ai eu beaucoup peur quand j'entends les coups de fusil. Oui, vous imaginez donc ma joie lorsque je vois arriver le commandant Ulrich Mafemi en premier, que je ne connaissais pas, et qui nous a servi le premier communiqué dans lequel il disait que le régime d'Ali Bongo était déchu, que les élections étaient annulées et que désormais on entre en transition. Voilà comment j'ai vécu cette journée du 30 août 2023. Oui, mais vous mettez beaucoup d'accent sur votre vie personnelle qui était vraiment en danger en 2023, mais vous l'avez tous en 2016. Pourquoi cette situation, c'est pas plus en 2016? En 2016, j'ai failli être tué, monsieur. J'étais au quartier général de Jean-Ping, au 4e étage, lorsque nous avons été canardés par la milice d'Ali Bongo. Vous savez combien de Gabonais sont morts dans le quartier général de M. Jean-Ping? Demandez à M. Bilé Bizé, puisque peut-être qu'il a pris... vous avez fait un dossier particulier sur Alain Bilé Bizé. Mais oui, mais parce que M. Bilé Bizé, aujourd'hui, se présente avec une sorte de virginité politique. Il devient un grand opposant qui donne des leçons. Il oublie quand même que pendant près de 10 ans ou 14 ans, je ne sais pas, il était aux affaires. Et donc, on aimerait quand même qu'il vienne faire le bilan, qu'il nous fasse un peu le bilan de cette nuit du 31 août 2016, où un homme politique a reçu, comme ça, une avalanche de grenades dans son QG, où on a été canardé à l'hélicoptère, où les Gabonais sont morts. Et il est venu dire à la télévision qu'il n'y a eu que 2 ou 3 blessés ou 2 ou 3 morts. Non. Quand on prend la parole sur le plan politique, il faut que la parole soit authentique et véridique. Et si maintenant M. Bilé Bizé estime qu'il peut s'exprimer en tant qu'opposant, mais qu'il vienne alors débattre. Et nous, on va lui apporter justement la contradiction, parce que quand lui... Oui, mais est-ce que ce n'est pas le principe de la défense aussi? Ils étaient quand même au pouvoir. Est-ce qu'ils acceptaient quand même qu'on dise des choses, même si c'est réel sur le régime? On parle par exemple aujourd'hui, il est clairement dit que c'est le coup de libération. Mais est-ce que si on rentre dans les principes de sciences politiques et de droit, on peut parler de coup de libération, l'acte du 30 août? Donc vous considérez que les militaires ne doivent pas protéger la population? Vous aurez préféré que M. Non, on est sur les termes. Sur les termes. Bon. Parce qu'Alain du club Lebinze, pendant ces 14 dernières années, il défendait un régime. Il ne pouvait dire que ce qu'ils avaient à dire à cette époque, vrai ou faux, mais c'était ce qu'ils devaient dire normalement. Monsieur, voyez-vous, le nouveau pouvoir, le new power, c'est aussi avoir de nouveaux hommes et concevoir la politique autrement. Quand vous êtes Premier ministre de la République, ou bien quand vous êtes ministre de la République, vous ne défendez pas un régime, vous défendez la République. Vous protégez les citoyens. Vous apportez la prospérité économique, vous faites en sorte que cette prospérité soit partagée par l'ensemble des populations gabonaises. Vous n'êtes pas là pour être un apparatchik du régime. Voyez-vous, je m'inscris en faux par rapport à cette logique. Et aujourd'hui, maintenant, il va devoir venir expliquer pourquoi il a soutenu un régime plutôt que le peuple. Voyez-vous, parce que c'est le peuple, en définitive, qui donne sa voix au régime qu'il veut. Mais comme ce régime, le régime déchu, n'a jamais été voulu par le peuple, on peut donc comprendre qu'il y a donc cette distorsion, cette disjonction entre le peuple et le régime. Et lui, il a choisi le régime, qui vient maintenant expliquer pourquoi il a choisi le régime contre le peuple. Ok, il aura le temps de vous affronter probablement sur ce même plateau, sur d'autres rendez-vous de Radio Gabon. Rentrons sur notre sujet. C'est quoi un parti politique? Un parti politique, je tiens à dire que cette notion de parti politique est occidentale. Car nous, l'Afrique, nous avons vécu pendant des millénaires dans la paix, dans la prospérité. Vous n'avez qu'à regarder la civilisation Kama, la civilisation égyptienne, vous verrez qu'il n'y avait pas de parti politique. N'est-ce pas? Bien. Et même sous les monarchies occidentales, il n'y avait pas de parti politique. Les partis politiques surviennent avec le capitalisme. Lorsque certains hommes ont décidé d'exploiter d'autres hommes. Et donc, les partis capitalistiques appartenaient à la classe dirigeante, et puis les partis socialistes, ou bien communautaristes, ou bien communistes,
appartenait donc aux ouvriers qui souffraient. Est-ce que vous comprenez? L'histoire, l'historique. Donc, l'idée de parti politique nous vient d'Occident. Et comme l'Occident a colonisé l'Afrique pendant plus de 150 ans, nous avons hérité de cette façon de voir la réalité politique. En fait, la politique peut se faire autrement. Je pense qu'elle peut se faire autrement. Mais comme nous sommes aujourd'hui sous l'ère et sous la domination de la vision occidentale, vous me permettrez donc d'expliquer comment les Occidentaux Allez-y, nous sommes là pour éclairer le public. Tout à fait. Alors, un parti politique, en fait, est un groupement d'hommes et de femmes qui partagent la même idéologie pour leur pays. Et quand on parle d'idéologie, on entend une idée, un ensemble d'idées structurées, organisées et cohérentes qui touchent à tous les aspects de la vie nationale d'un pays. Cette idée touche aux aspects spirituels, aux aspects culturels, aux aspects économiques, aux aspects monétaires, aux aspects financiers, aux aspects commerciaux. Cette idée embrasse l'ensemble de la vie nationale. Et tous ceux qui se retrouvent dans cette idée, dans cette cohérence d'idées, appartiennent au même parti politique. C'est donc un groupement privé d'hommes et de femmes, mais qui investit le milieu politique avec l'ambition, sur la base de leur vision, de faire en sorte que le pouvoir leur échoue. Et si le pouvoir leur échoue, ils vont alors organiser la société selon leur vision politique. C'est cela, un parti politique. Oui, mais quel est le rôle d'un parti politique dans une nation? Le rôle d'un parti politique, c'est justement d'améliorer le sort des citoyens, selon la vision que ce parti politique a. Si c'est un parti politique, par exemple, de droite, comme on le voit en Occident, c'est-à-dire qui met l'accent sur l'entreprise privée, sur le capitalisme, alors il faut que chaque homme s'assume et chaque homme se prenne en charge, que chaque homme investisse le milieu public dans le cadre privé et réussisse. Si vous êtes plutôt dans un parti de gauche, c'est-à-dire un parti socialiste, social-démocratique ou bien communiste, c'est l'État qui doit jouer un rôle important. L'État se dit, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes, tout le monde n'a pas les mêmes charges, les mêmes forces, les mêmes chances. Il faut peut-être que l'État essaie de réduire les inégalités. Et donc, il y a une intervention de l'État beaucoup plus importante dans les partis politiques de gauche que dans les partis politiques de droite qui souhaitent vraiment que l'État soit le plus absent possible. Voilà un peu ce que recherche un État, que les citoyens vivent bien et bénéficient des richesses du pays. Mais l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, les choses ne sont pas toujours aussi bien qu'on le souhaite. Oui, au sortir de la déclaration des indépendances par le colonisateur français, le Gabon rentre dans son indépendance officiellement en 1960. Mais juste après, on constate que des partis politiques se créent au Gabon. Mais quelles peuvent être les motivations à cette époque déjà? Ah, là, vous nous entraînez dans l'historique. L'historique, contrairement à ce que vous pensez, ne commence pas en 1960. L'historique commence en 1945, voyez-vous. L'historique des partis politiques dans notre pays commence en 1945. Oui, mais là, nous sommes sous la République française. Oui, mais j'explique maintenant. Nous sommes là en 1945 sous la 4e République française. Nous sommes sous la 3e République française en 1945, puisque la 4e République française subviendra en 1946. Voyez-vous bien, en 1945 déjà, un homme avait créé le premier parti au Gabon. Ce parti s'appelait le PDG, le Parti démocrate gabonais. Cet homme s'appelait Aristide Edgar Isembe Tchongo. Il fut d'ailleurs le premier ambassadeur du Gabon. Il est mort il y a de cela longtemps. Il a créé le parti et il avait qui comme vice-président? Il avait comme vice-président Paul-Marie Idjenjen Gondjou. Le saviez-vous? Non. Eh bien voilà. Nous sommes en 1945. Et plus tard, Paul-Marie Idjenjen Gondjou va reprendre le parti à son compte et il va l'appeler le Parti démocrate africain, le PDA. Je vous parle là de l'histoire de notre pays et comment les partis ont commencé à se constituer. Donc le premier parti, c'est le PDG, le Parti démocrate gabonais de Aristide Edgar Isembe Tchongo. Le deuxième parti qui sera créé sera celui de Léon Mba, qu'il a appelé le Comité mixte gabonais. Nous sommes toujours avant 60. Nous sommes là en 1946, c'est-à-dire un an après le parti créé par Aristide Isembe. Et Léon Mba va ensuite faire muer son parti, le Comité mixte gabonais, en comité mixte franco-gabonais, parce qu'il a voulu intégrer également les Français dans sa stratégie. Et puis en 1947, nous avons donc la création du parti de Jean-Hilaire Obameyege. Ce parti, c'était l'Union démocratique et sociale. Voyez-vous, on a donc un premier parti qui a été créé par Léon Mba, on a un second qui est créé par Jean-Hilaire Obameyege. Et avant ces deux hommes, il y avait déjà Aristide Isembe qui avait créé le SIA en 1945. Et puis, en 1954, il y a eu donc l'alliance entre Léon Mba, avec son comité mixte franco-gabonais, et
Paul-Marie Ngonjou. Cette alliance a donné le BDG, le Bloc démocratique gabonais, dont Léon Mba sera le secrétaire général et Paul-Marie Ngonjou sera le président. Nous sommes là en 1954. En 1958, il y a la création du Punga, le Parti Unité du Gabon, de René-Paul Souzat et de Jean-Jacques Boukavel. Parce que le Punga... Là, ça fait le 4e parti maintenant. Voilà, nous sommes au 4e parti. Le Punga appartenait en fait au parti de Jean-Hilaire Obam. Mais comme Jean-Hilaire Obam entendait voter pour le référendum de septembre 1958 et que René-Paul Souzat, plus nationaliste, ne voulait pas, ils ont créé leur parti, le Punga, et ce parti a voté pour le non. Pour le non. Les Gabonais doivent savoir qu'il y a des hommes politiques qui ont voté pour le non en 1958. Donc, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut comprendre, c'est donc à cette époque déjà, il y a déjà des dissensions dans les partis politiques. Non, il n'y a pas de dissensions. Il y a simplement une ligne politique et quand on n'est pas d'accord, il est normal que nous nous séparions. Vous êtes un parti politique, René-Paul Souzat, Jean-Jacques Boukavel et Jean-Hilaire Obam s'entendaient parfaitement puisqu'ils se sont retrouvés dans un parti à caractère socialiste. D'accord ? Mais il se trouve que quand De Gaulle a proposé le référendum, René-Paul Souzat et Jean-Jacques Boukavel ont bien compris que c'était une arnaque. Ils ont refusé donc le oui, que Léon Mba a accepté et que Jean-Hilaire Obam également a accepté. Et finalement, ils ont acté cette différence en créant leur propre parti, le Punga, Parti Unité du Gabon, qui a existé de, je pense, 58 jusqu'à 1963, où il a été dissous. Et en 1964, il y a eu donc le parti de Simon Oyonaba, qui s'appelait Défense des institutions démocratiques. Vous avez vu là, dans ce petit raccourci historique, que nous n'avons même pas 7 partis politiques. 7. Nous sommes là à l'ère coloniale et pré-indépendance. C'est une ère qui va de 1945 à 1967. Voyez-vous, 6 à 7 partis politiques maximum. Oui, mais la population aussi n'était pas aussi dense comme aujourd'hui. Retenons donc qu'à l'époque, la population gabonaise était de 600 000 habitants. 600 000 habitants pour 6 à 5 partis. Et encore, je dis 6, en réalité, il y a 4 ou 5 partis. Maintenant, nous allons voir, si vous faites par exemple un ratio mathématique, si par exemple pour 600 000 habitants, on a 4-5 partis. Pour le double, 1 200 000 habitants, on doit avoir combien de partis ? 12 partis. Il y a aussi une réalité à l'époque, on n'a pas des routes comme aujourd'hui, on n'a pas des voies des moyens de communication comme aujourd'hui où tout le peuple pouvait s'engager dans un parti politique. Donc, c'est des partis qui n'existent en réalité que sur la côte. Ce sont les partis effectivement qui existent sur la côte, mais qui ont quand même leurs adhérents à l'intérieur du pays. Je vous rappelle que Jean-Hilaire Obameyege, qui évoluait sur la côte, était député chez nous dans Rolentem à Minzik, voyez-vous, et que Eugène Amogo était député quand même chez lui du côté du Haut-Ogoué. Donc même si les partis avaient leur activité sur la côte, dans la province de l'Estuaire, à Libreville, les adhérents de ces partis-là existaient dans les différentes provinces. On peut faire un ratio, vous savez, entre le nombre de partis, la population et le collège électoral. Ce n'est pas un problème. Mais vous allez voir, quand on va parler de 104 partis politiques, que ce ratio explose volontairement. Mais je voulais terminer sur l'historique. Je vous ai dit que la première ère que nous avons connue allait donc de 1945 à 1967. Et c'est l'ère, on va dire, où les partis politiques ont un nombre raisonnable, c'est-à-dire environ 4 à 5 partis politiques. Et je vous ai donné le nom des partis politiques qui existaient à l'époque, les plus importants. La deuxième ère, c'est celle du monopartisme, c'est-à-dire le parti-État du Parti démocratique gabonais, créé en 1968 par Omar Bongo, à l'époque il s'appelait Albert Bernard Bongo, et la clandestinité de certains autres partis politiques qui n'ont jamais accepté le monopartisme. Nous sommes là de 1968 à 1990. Oui, mais après le coup d'État de 1964, le coup d'État raté, est-ce que les partis politiques n'ont pas quand même un problème avec le chef de l'État de l'époque, Léon Mba? Mais il faut savoir pourquoi ils ont un problème. Il y a 2 positions qui s'affrontent à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'époque, le régime n'était pas présidentiel, il était parlementaire. Notre régime, à l'époque, était parlementaire. Le pouvoir était à l'Assemblée nationale. Et Léon Mba était membre de l'Assemblée nationale. Il était un député. Il y avait 2 approches. Il y avait l'approche de M. Gabriel Léon Baminko, qui était Premier ministre et qui voulait un régime présidentiel. Mais il était en minorité face à Jean-Jacques Boukavel, face à René-Paul Souzat, face à Paul-Marie Ngonjou, face à Jean-Hilaire Obam, face à Simon Oyonaba, face à Eugène Amogo. Il était en minorité. Il a fallu qu'il dissolve 2 fois l'Assemblée nationale pour s'imposer et pour mettre en place un régime présidentialiste. À partir de cet instant-là, il y a eu effectivement une rupture entre les partis politiques qui étaient plutôt parlementaristes et le BDG de Léon Mba qui devenait de plus en plus présidentialiste. Et on sait même que Ngonjou, qui était dans le BDG, a été mis en prison par Léon Mba. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les partis n'aient pas accepté que, par la violence, un seul homme impose un régime présidentiel quand la majorité était pour un régime parlementaire. Oui, en 1967, Omar Bongo accède à la tête du pays. Il impose le monopartisme. Est-ce que c'est une évolution sur le plan économique, social et surtout démocratique, ou c'est un recul? Parce que disons quand même que 64, avec ce que vous venez de dire, il y a quand même un coup d'État raté. Il y a un coup d'État pas raté.
Le coup d'État. Non, mais puisque le président a été remis dans ses fonctions. Ah, c'est très bien de le dire. Le coup d'État s'est fait sans effusion de sang. Lorsque Valère Essonneau, lorsque Daniel Ndo, lorsque Jacques Mombo et les autres font le coup d'État, je crois dans la nuit du 17 au 18 février 1964, ils déposent le président Léon Mba. Ils ne le tuent pas. Le sang n'a pas coulé. Un peu comme le 30 août. Exactement. Ça semble être une culture des militaires gabonais de faire des coups d'État, de déposer donc les présidents sans que le sang ne coule. Mais que s'est-il passé en 1964 ? La France a réagi et elle a massacré, je dis bien qu'elle a massacré près de 50 militaires gabonais dont les tombes se situent du côté de Baraka. Et un jour, il faudra bien que cette enquête soit ouverte. La commission Vérité et Réconciliation devrait un jour s'attaquer à ce dossier, de mon point de vue. Pourquoi les Français ont tué des Gabonais dans une réalité qui ne concernait que les citoyens gabonais? Et quand ils ont tué les Gabonais, ils l'ont fait quand le coup d'État s'est fait sans effusion de sang. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc nous avons un coup d'État en 1964 qui réinstalle Léon Mba par le contre-coup d'État des Français. Et ensuite, maintenant, les partis sont fragilisés. On comprend que la France est derrière Léon Mba, ce que les gens ne savaient pas vraiment. Et ça donne la possibilité à la mort de Léon Mba, d'instaurer le monopartisme. Est-ce, vous avez pour vous une avancée ou un recul? Mais c'est manifestement un recul. C'est un recul. Pourquoi? Mais parce que nous pratiquions, pendant la période précoloniale, le consensus. Le consensus s'obtient par la discussion, par le débat. Et on respecte les points de vue de tout le monde, même de la minorité. Car la minorité, si on veut l'écarter, on vote. Mais le consensus, c'est aussi de prendre en compte la position de la minorité. Et c'est comme ça que les sociétés africaines sont restées longtemps solidaires, parce que le consensus garantit l'unité. Quand vous installez un système monopartiste, vous brisez le débat, vous brisez la logique consensuelle. Et du coup, vous entrez dans un recul qui est véritablement démocratique. Même du point de vue de la logique occidentale des partis. Un parti tout seul qui écarte les autres partis, eh bien, nous sommes maintenant soumis à sa loi, nous sommes soumis à son empire. Et après pratiquement près de 40 ans de parti unique, il faudra un jour qu'on fasse le bilan de ce parti unique-là. Qu'est-ce qu'il a apporté au Gabon? Un pays riche de ses ressources pétrolières, minières. Oui, mais est-ce que c'est le fait d'avoir un parti unique que le Gabon est resté en l'état où il est? On voit par exemple des monarchies asiatiques. Vous abordez la question de fond, monsieur. Et c'est celle sur laquelle moi je vais souvent insister. Pourquoi un parti unique qui était censé mettre ensemble tous les Gabonais? Parce que l'argument qui a été développé, c'était de dire qu'il ne fallait surtout pas que les partis soient claniques, les partis soient tribalistes, les partis soient ethno-régionalistes. Et donc si on avait un parti unique, on allait alors mettre en place une dynamique pour créer la nation-État, d'accord? Et donc créer la nation gabonaise. C'était ça, le discours qui nous avait été servi par les officines françaises. Vous devez savoir que ce n'est pas Omar Bongo qui a pensé à cela, car soudainement, dans la plupart des pays francophones, on a vu fleurir les partis. C'est l'influence coloniale? Mais bien sûr, c'est une stratégie de la France d'avoir à contrôler une personne qui contrôle un parti et qui contrôle tout un État. Et si cet État est riche, c'est la France qui contrôle le président et contrôle la gestion des richesses de ce pays. Vous n'avez pas trouvé bizarre que dans l'ensemble des pays francophones dominés par la France, il y a eu des partis uniques au Cameroun, des partis uniques au Congo, des partis uniques au Centrafrique? Ça ne vous a pas semblé bizarre? C'est vrai que vous n'êtes pas le concepteur du parti unique. On voulait quand même s'interroger. En quoi sert une démocratie entre griffes lorsque nous sommes sur un parti unique? Parce qu'on a vu des résultats où c'est 99, comme on a les résultats dans un pays qu'on ne voudrait pas citer hier, qui a eu son élection hier, qui a eu le résultat hier, 49,13% ce matin, comme résultat provisoire. Bon, je vais vous donner une réponse à deux échelons. Le premier sera un échelon contextuel, le second sera un échelon plus fondamental. L'échelon contextuel. Le parti unique en soi n'est pas mauvais. Tout dépend comment il est géré et surtout tout dépend de la qualité des hommes qui sont à la tête de ce parti unique. Regardez la Chine. La Chine a un parti unique qu'on appelle le Parti communiste chinois. Regardez aujourd'hui la Chine. Vous voyez ce que la Chine est capable de faire de son pays, capable de faire de sa population, capable de faire dans le monde. Elle le fait sans avoir forcément une approche démocratique selon le prisme occidental. Donc moi, je ne suis pas particulièrement contre le parti unique, mais je regarde la qualité de ceux qui administrent ce parti. Imaginez qu'Omar Bongo ait administré le parti unique de 1968, par exemple, à aujourd'hui. Et qu'Omar Bongo se serait entouré des cadres compétents et patriotiques du pays, qu'il ait fait en sorte que la messe républicaine et qu'elle protège les Gabonais. Et qu'il aurait exploité le pétrole pour le Gabon, exploité le gaz pour le Gabon, exploité l'uranium pour le Gabon, exploité toutes les mines que nous avons pour le Gabon, le cobalt, le fer, l'or, le marbre et les ressources halieutiques. Imaginez qu'il aurait développé toutes ces richesses pour le Gabon comme les monarchies le font.
avec seulement le pétrole et le gaz. Les monarchies comme le Qatar développent leur pays avec seulement le pétrole et le gaz. Nous avons le pétrole et le gaz et peut-être encore 25 autres richesses. Imaginez qu'il avait géré le pays ainsi et qu'au Gabon, on serait aujourd'hui peut-être une des nations les plus riches d'Afrique, voire du monde, avec un indice de développement humain qui serait même supérieur à celui de la Norvège. La Norvège est le pays qui a le plus grand indice de développement humain dans le monde. La Norvège n'a que le pétrole, le gaz, le saumon et le renne. Nous, on a bien plus que ça. Mais je ne me serais jamais opposé au parti unique. Nous sommes sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon avec Privan Ngomo sur les partis politiques au Gabon, historique, transition et perspective. 1990 arrive, d'abord 89, il y a le vent de l'Est, et on attend Omar Bongo dire qu'il n'y aura jamais le multipartisme au Gabon. Et comme toute entente, le Gabon accède à ce multipartisme. C'est une imposition ou une volonté malgré cette déclaration de Omar Bongo? Non, Omar Bongo n'a jamais été pour le multipartisme, il faut le dire. Il l'a subi. Et la phrase qu'il avait prononcée, il avait dit le multipartisme au Gabon à sa zéro. Il avait dit ça. Il était contre le multipartisme. Il avait vécu depuis 1968 dans le monopartisme dans lequel il se sentait bien à l'aise. Mais Mitterrand, la France-Afrique, lui a imposé le multiparti. C'était dans l'ère du temps. Et nous entrons là, effectivement, dans la troisième ère. Mais il faut dire que pendant le monopartisme, il y a des partis qui sont battus pour le multipartisme. Il y a des hommes qui ont risqué leur vie. Ils étaient en clandestinité. Bien sûr. Il y a le Morena, le mouvement de redressement national de Simon Oyonaba, père son âme, qui s'est battu pour que nous revenions au multipartisme. Le même Simon Oyonaba qui avait créé en 1964 la défense des institutions démocratiques. Donc c'est un homme de conviction qui n'a pas accepté l'ère du monopartisme. Il a payé cher, il a été en prison. Il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Maître Agonjo Okawe, lui, Pierre, qui était avocat et qui, connaissant le droit, n'acceptait pas que son pays vive sous le joug du monopartisme. Et il n'est pas seul. Il y avait aussi Mamboundou Pierre, qui a créé l'UPG. M. Agonjo a créé le PGP, le Parti gabonais du progrès, et M. Mamboundou a créé l'UPG, l'Union du peuple gabonais. Voilà les personnes qui se sont battues pour que le multipartisme s'installe dans notre pays. Et je suis assez surpris de constater qu'il y en a qui parlent aujourd'hui de recul démocratique parce qu'on souhaite suspendre des partis politiques, quand lorsqu'il fallait se battre pour qu'il y ait le multipartisme, ces personnes se sont tues et parfois ont été des hiérarques du PDG. Je ne citerai aucun nom, ils se reconnaîtront par mon discours. J'en viens donc maintenant à 90. Nous avons effectivement le mur de Berlin qui s'effondre en octobre 1989. Nous avons le vent de l'Est qui souffle et qui arrive sur les côtes du golfe de Guinée. Et il y a Bongo qui est obligé de faire avec la conférence nationale, qui ne voudra pas qu'elle soit souveraine. Mais voilà une chose importante qu'il faut dire. C'est qu'en 1990, Bongo, qui n'aime pas le multipartisme, qui ne supporte pas l'idée du multipartisme, décide de torpiller le multipartisme dès le début. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer de manière parfaitement artificielle 75 partis et associations politiques. Il va les créer de manière artificielle. Est-ce que c'était pas un luxe pour le Gabon? Ces partis qui ont vu le jour. C'était plus qu'un luxe de mon point de vue, c'était une ignominie. Comment peut-on concevoir qu'un petit pays comme le nôtre ait en l'espace d'un mois 75 partis politiques et associations? Ça veut dire qu'au Gabon, il y a 75 idéologies. Je vous ai donné la définition. Oui, mais est-ce que les partis politiques gabonais ont tenu compte des idéologies, surtout à partir de 90? Lorsque Omar Bongo les crée, il les crée pour torpiller le multipartisme. Et donc, ce n'est pas dans son intérêt de respecter la réalité du standard international qui veut qu'un parti se crée sur la base d'une idée, sur la base d'idéologie. Voyez-vous? Oui, est-ce que aussi, on voudrait savoir, Omar Bongo, oui, avait sa manière pour torpiller, il le faisait tant bien que mal, mais est-ce que les leaders politiques, avec leurs multiples alliances va-et-vient, n'ont pas aussi participé à ce que les partis politiques soient un problème dans ce pays? Mais justement, ils ont participé au jeu d'Omar Bongo parce qu'ils étaient corrompus. La plupart de ces partis étaient des satellites du PDG, on le sait aujourd'hui. Et justement, ils n'ont pas fait progresser le multipartisme intégral ni la démocratie. Ils en ont été les fossoyeurs, puisqu'ils ont participé au soutien d'une dictature qui a fait tant de mal au pays et qui aujourd'hui maintenant a besoin de se relever. Ce pays a besoin de se relever. Mais certains disent que la multitude aussi des partis politiques a participé ou aurait participé à la stabilité du pays. À la stabilité du pays, en quoi? Chaque fois qu'il y a eu des élections, pourquoi il y a eu des morts? Dans un pays stable, est-ce qu'on a besoin de tuer?
Quand un pays est stable, les élections se passent correctement. Or, systématiquement, les Gabonais étaient tués lorsqu'il y avait donc les élections présidentielles. Où étaient ces partis politiques? Ils sont partis au dialogue. Ils ont pris acte de la tuerie qu'ils n'ont pas dénoncé. Ils sont partis au dialogue et la plupart sont retrouvés avec quelques postes au gouvernement. Non, quand il y a une mascarade, il faut pouvoir le dire de façon très claire. Au Gabon, le multipartisme intégral, tel qu'on nous l'a vendu, ne correspond pas aux critères fondamentaux qui permettent à un État d'être réellement démocratique. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on entre dans une nouvelle phase. Et j'espère que cette phase-là va survenir à l'issue de la transition. Oui, avant le 30 août, on a eu l'opposition et la majorité. Mais on s'est souvent rendu compte qu'il y a des partis qui ont souvent parlé des centristes, du centre. Est-ce que vous croyez à cette position-là? Mais c'est du copier-coller. Ça correspond à quoi le centre au Gabon? Ça correspond à quoi la droite au Gabon? Ça correspond à quoi la gauche au Gabon? Voyez-vous, il y a une élite africaine, eurocentrique, pour ne pas dire franco-centrique, qui a tendance à venir répéter sur la terre africaine ce qu'ils ont appris dans les terres occidentales. Que l'étudiant ait adhéré à un parti quand il était en France et qu'ensuite, rentré chez lui, il veut que ce parti existe dans son pays, est une chose. Maintenant, que le peuple gabonais, dans sa réalité, se retrouve dans ces valeurs-là, c'est tout autre chose. Demandez aujourd'hui à un villageois qu'est-ce que c'est que le socialisme. Et pourtant, on a beaucoup de partis socialistes au Gabon. Demandez ce que c'est que la social-démocratie à un paysan gabonais. Et pourtant, on a des partis qui se disent sociaux-démocrates. Demandez ce que c'est qu'un parti capitaliste ou bien capitalistique. Donc, cette manière systémique de faire du mimétisme politique, je trouve ça particulièrement affligeant. Surtout quand on a la capacité de regarder nos réalités et de puiser dans nos réalités les meilleures manières de nous organiser. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le centre au Gabon. Je ne sais pas ce que c'est que la gauche au Gabon. Je ne sais pas ce que c'est que la droite au Gabon. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des réalités tribales, il y a des réalités ethno-régionalistes, il y a des réalités ethniques et qu'il faut en prendre compte. Est-ce que, lorsque vous fassiez votre présentation tout à l'heure, vous parlez des clans et des tribus. Est-ce qu'une analyse comparative peut être faite à ce niveau? Parce que lorsqu'on approfondit les analyses entre les ethnies, on constate que ce sont quasiment les mêmes éléments qui rentrent en compte. Mais justement, vous êtes en train de dire la vérité de nos partis politiques. Car le caractère ontologique, c'est-à-dire la nature profonde des partis politiques au Gabon, c'est quoi? C'est que ce sont des partis familles, ce sont des partis claniques, ce sont des partis tribaux ou tribalistes, ce sont des partis ethno-régionalistes, ce sont des partis sans réelle idéologie et qui n'ont même pas de militants, à part peut-être la famille ou le clan ou la tribu. Est-ce que nous allons continuer à avoir 104 partis politiques qui expriment la diversité ethnique et clanique, ou bien est-ce qu'on veut aller vers 3 ou 4 partis qui sont réellement des partis idéologiques? Voici la question de fond maintenant qu'il faut se poser. Mais comment repenser les partis politiques aujourd'hui? Écoutez, d'abord il faut commencer par faire le bilan de l'action des partis politiques ces 30 dernières années, et puis repenser la manière de les organiser dans notre pays. Première chose, c'est que ces partis politiques, dont je viens de définir la nature, c'est des partis familles, partis claniques, ces partis n'ont pas de réelle idéologie. Et dans leur action, ces partis, portés plus par les besoins du ventre, se sont montrés complices vis-à-vis des régimes Ali et Omar Bongo. Il faut le reconnaître. Il y a eu, de leur part, d'abord, une absence de se battre pour un réel multipartisme intégral. Ils ont plutôt été des partis alimentaires, voulant toujours avoir le franc électoral. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours participé aux différents dialogues, où on les appelait, et ils jouaient le jeu contre le peuple. Car, que ce soit en 2009 ou en 2016, et là, heureusement, en 2023, ça n'a pas marché, si les partis politiques s'étaient opposés aux différentes forfaitures, peut-être que les choses auraient changé. Or, systématiquement, ces partis politiques sont partis à la soupe, contre la vue du peuple. Qu'ils fassent un jour leur bilan. Que les 104 partis qui existent aujourd'hui viennent de faire le bilan de la manière dont ils ont contribué à l'évolution de la démocratie dans notre pays. Qu'ils fassent le bilan. Voilà le bilan que moi je suis en train de leur faire. Je dis qu'ils n'ont pas consolidé la démocratie dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, pour nous, ces 104 partis politiques sont une profusion cancéreuse et métastatique du Gabon. Il faut donc apporter une solution. Et quand vous avez le cancer, soit c'est par chirurgie qu'on enlève les cellules malades, soit c'est par chimiothérapie. Donc il faut qu'au Gabon, pendant la transition, nous pratiquions la chimiothérapie politique de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on détruise ce qui n'est pas bon pour garder ce qui est bon. Alors vous me dites, comment faire? C'est l'argument technique, c'est-à-dire la suspension des partis politiques, dans un premier temps.
Je dis bien suspension, je ne dis pas abolition. Je ne dis pas prohibition. Je ne dis pas interdiction. Je dis suspension. C'est-à-dire qu'elle est provisoire. Pourquoi on suspend? C'est parce qu'il faut mettre de l'ordre. Il faut stopper avec cette réalité métastatique qui nous a été imposée par Omar Bongo lorsqu'il a décrété qu'il pouvait créer comme ça, par un claquement de main, claquement de doigts, 75 partis et associations d'opposition qui ont progressé à atteindre les 104. Puisqu'on est parti de 75, on est maintenant à 104. Il faut donc arrêter ça. Et il faut maintenant trouver des solutions. La solution est la suivante. On dit aux partis, maintenant, on arrête les frais. On arrête les frais. Vous êtes suspendu. Si maintenant, vous voulez être réhabilité, il vous faudra être d'abord reconnu par le ministère de l'Intérieur. La plupart sont reconnus, donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais il faudra maintenant avoir une idéologie politique. Et on va voir si au Gabon, nous avons 104 idéologies. Oui, mais chacun politiques. peut créer l'idéologie politique. Est-ce que les critères objectifs ne sont pas, par exemple, avoir un siège et avoir, par exemple, des agents? Je suis en train d'avancer étape par étape. Un parti, c'est d'abord l'idéologie. Ensuite, c'est, vous avez dit, le siège social. Mais ce n'est pas tout. C'est les permanences dans au moins 5 provinces. Il faut avoir au moins 9000 militants. Il faut que ces militants soient à jour de leur cotisation. Il faut avoir un compte bancaire qui soit domicilié. Le président parlait à Tchibanga du NIP maintenant. Mais oui, donc on aura le NIP, donc on ne pourra plus avoir des militants qui se retrouvent dans 2 ou 3 ou 4 partis avec des t-shirts différents. Donc il faut avoir au moins un compte bancaire et il faut tenir une comptabilité orthodoxe. Et effectivement, si nous arrivons à ces critères établis et qui sont respectés, les partis politiques seront réhabilités. Ceux qui vont respecter ces critères-là, s'ils n'arrivent pas à respecter ces critères, eh bien, ils ne vont pas agir. Ils vont rester au stade de mouvement politique, mais surtout pas de parti politique, et participer à la vie du pays. Monsieur Privan Ngoma, alors puisque nous arrivons au terme de cette émission d'un peu, est-ce qu'il ne serait pas bien au sortir de la transition pour le Gabon de revenir peut-être au monopartisme par rapport à l'image que nous a donnée du multipartisme au Gabon? Non, on ne pourra pas. À votre avis, hein? Non, on ne pourra pas accepter le monopartisme parce que l'expérience qu'on a de celui de Omar Bongo est une expérience très attristée et très attristante. On ne pourra plus accepter cela. Même si on leur dit qu'en Chine, il y a un parti unique qui fait des grandes réalisations, les Gabonais n'accepteront pas. On va devoir aller vers un multipartisme qui soit réellement intégral, productif et efficace. Ça veut dire que nous allons aller vers la consolidation des blocs. C'est-à-dire que s'il y a des partis qui se réclament d'une obédience libérale, c'est-à-dire de droite, capitaliste, comme en Occident, puisque beaucoup sont dans le copisme, eh bien, on aura un bloc, d'accord, qui sera un seul parti de droite au Gabon, avec une tendance au capital. Ou bien un bloc d'obédience sociale, donc un parti socialiste. Ou alors un bloc nationaliste, ceux qui sont pour qu'il y ait un État-nation. Et puis il y aura le bloc que nous représentons, c'est le bloc panafricaniste. Et si ça existe, peut-être qu'à la sortie de la transition, on ira vers 4 grands partis. Le temps aussi est déjà arrivé au terme. Votre mot de la fin? Écoutez, moi je pense que si nous devons sortir de cette transition avec 3 à 4 grands partis politiques, ce serait une très bonne chose. L'État aura alors le devoir de financer la vie de ces partis politiques. Ce seront des critères qu'il faudra déterminer pour donner du sens à la vie démocratique. Et je crois sincèrement que cela va pouvoir donner au peuple le sentiment de recroire qu'on peut faire de la politique et nous aurons une véritable vie démocratique dans notre jeune et beau pays, le Gabon. Merci Privan Ngoma. C'est également la fin de ce numéro de Gabon Politique mis en onde par Alpha Bonengue sous la supervision générale de Nina Kelemouniépa et Claudette Eoré. Merci de nous avoir suivis sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon. Nelly Moutsogo et moi serons avec vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau thème. Gabon Politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon Politique, c'est tous les mardis à 10h05 et rediffusé le même jour à 20h15 et 5h05 sur Radio Gabon. Une présentation de Nelly Moutsogo et Landry Boudjongo. Gabon Politique, une émission consacrée à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Gabon Politique, c'est tous les mardis à 10h05 et rediffusé le même jour à 20h15 et 5h05 sur Radio Gabon. Une présentation de Nelly Moutsogo et Landry Boudjongo.